Mesdames, Messieurs, bonjour. Cette vidéo vous trouve-t-elle en bonne santé? Vous m'envoyez réjoui si tel est le cas. Dans le cas contraire, trouvez ici l'expression de ma compassion. Seulement guié ce jour, nous allons nous diriger du côté des entreprises pour parler de la gestion des problématiques interculturelles dans celles-ci. L'interculturel a pour but de comprendre les valeurs culturelles des autres, de développer un respect mutuel, de les faire coexister et garantir ainsi la performance de l'entreprise. Pour en parler aujourd'hui, nous allons recevoir quelqu'un qui devient un habitué de ce plateau, Monsieur Patrice Passy, criminologue, que nous recevons avec beaucoup d'affection. Bonsoir, Monsieur Patrice. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Parfaitement bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Bien, maintenant que les civilités sont faites, nous allons passer dans le vif de notre sujet. Alors, qu'entend-on par culture en entreprise? D'abord, qu'est-ce qu'on entend par culture? La culture, pour faire simple, pour donner une définition grand public, c'est la réponse qu'un groupe social donne par rapport aux sollicitudes de son environnement. Ça permet donc à un groupe social en face des sollicitudes, soit de la nature, du cadre, etc., d'apporter des réponses. Et donc, une entreprise est un groupe social des personnes qui se retrouvent autour d'un intérêt et qui ont pour ambition de faire du bénéfice, de travailler ensemble et d'avancer. Pour cela, nous constatons qu'il y a plusieurs personnes d'origines diverses qui se réunissent. Ces personnes vont commencer par créer ce qu'on appelle une culture d'entreprise. Parce que cette entreprise, pour faire du chiffre, pour faire des bénéfices, pour pouvoir faire travailler tout ce monde, a des procédures, des règles et un vivre ensemble qui permet de faire aboutir les différents projets. Alors donc cette culture qui se développe, c'est ce qu'on appelle la culture d'entreprise, c'est-à-dire la manière de faire aboutir les objectifs ou les objectifs commerciaux ou les objectifs financiers fixés par la direction. Donc là, c'est le rôle que joue, donc c'est de la culture au sein de l'entreprise. La culture a pour rôle donc de permettre aux différentes personnes, selon l'objectif qui a été fixé, selon le cadre qui a été fixé, de mutualiser ensemble leurs intérêts par rapport à l'objectif qui a été donné pour faire aboutir ça. C'est ces interactions qui se mettent en mouvement pour faire aboutir un objectif. D'accord. Alors, à ce moment-là, quel est l'impact de cette interculturalité dans une entreprise? En fait, on a commencé à aborder cette question pratiquement dans les années 60, déjà dans les années 30, mais plus principalement, c'est aux États-Unis que ces réflexions ont été menées. Et à partir des années 60, on a commencé à constater effectivement qu'il y a eu plusieurs auteurs qui ont travaillé sur le poids, le rôle, les enjeux de la culture dans une entreprise. Pourquoi? Quand vous êtes par exemple à la SNPC, ils reçoivent énormément d'étrangers qui viennent travailler. Quand vous êtes à Total, vous êtes à la Défense par exemple, vous constaterez qu'il y a plusieurs étrangers et les horaires même de travail sont totalement décalés parce qu'il y a des équipes qui travaillent de nuit, de jour, ces équipes sont bien en France, mais travaillent avec des structures aux États-Unis, avec l'état d'esprit des Américains, etc. Chaque culture a ses spécificités. Lorsque la mondialisation permet la circulation des biens et des personnes, nous allons au contact d'autres personnes. Nous recevons des étrangers pour travailler avec. Nous allons faire des présentations à d'autres cadres, à d'autres dirigeants, à d'autres structures, pour pouvoir apporter, pour pouvoir réaliser la mission qui vous a été confiée. Mais vous allez vous adresser à un public qui n'est pas le vôtre. Vous allez interagir avec des cadres qui n'ont pas votre culture. L'interculturalité va exiger que vous puissiez auparavant connaître ces cultures-là pour savoir comment elles négocient, comment elles communiquent, comment elles perçoivent les messages, quels sont les codes culturels à respecter pour pouvoir négocier, ainsi de suite, etc. Ça permet donc la prise de conscience de ces spécificités culturelles permet de réduire le risque culturel, de réduire les échecs d'une mission due à une méconnaissance de la culture de l'autre et de permettre une meilleure efficacité en fait. Je vous prends un exemple. Lorsque j'étais à la Chambre de commerce de Paris, on avait presque constaté que 85% des missions françaises avaient un petit souci. Pour la simple question que ce n'est pas la qualité des produits qui posait un problème, mais c'est presque la culture.
Pourquoi la culture? Parce que le fait d'avoir le français en partage dans l'espace culturel francophone nous faisait penser qu'on se connaissait, qu'on connaissait le français connaissait le congolais. Non, au-delà du français qu'on a en partage, les cultures sont totalement différentes. Et ça nécessite donc une connaissance de l'autre pour pouvoir bien négocier, communiquer. Vous venez faire un discours à un public français avec beaucoup de philosophie, ça ne les intéresse pas. Ils ont besoin de chiffres, ils ont besoin d'exemples, ils ont besoin de graphiques, etc. Ce que nous, on ne sait pas, on a du mal quelquefois à traduire dans nos communications. Donc, la connaissance de la culture de l'autre permet justement de réduire les risques culturels, de favoriser la mutualisation des intérêts, mais surtout de vous rendre efficace pour faire aboutir votre projet. Ce qui veut dire que c'est bénéfique pour les entreprises, si on parle du Congo par exemple, si on revient au Congo. Nous avons, nous commettons quelquefois une erreur qui consiste à ne pas connaître la culture des autres. J'ai eu la chance de travailler au Cameroun. Je me souviens que la première fois que j'ai fait une intervention, j'ai commis la maladresse de dire « je suis congolais ». Et mon client qui m'avait invité à l'époque, il a dit « est-ce que c'est écrit sur ton front que tu es congolais? Tu es camerounais. Je dirais, tu es le plus camerounais des Congolais ». C'est comme ça qu'on me présentait. Le plus camerounais des Congolais. Pourquoi? Ça voulait dire qu'il fallait s'intéresser à la culture locale pour pouvoir interagir avec eux. Parce que le marché camerounais a ses spécificités. Si vous l'ignorez, ça ne va pas marcher. Le marché de la RDC a ses spécificités. Je me souviens quand j'étais à Kinshasa, j'ai dû apprendre à parler une langue locale pour donner l'impression que je suis des leurs. Parce que vous courez le risque, peut-être pas d'être rejeté, mais peut-être pas d'être mis à l'écart, mais de ne pas être considéré comme... Voilà. Et cette volonté d'intégration ne veut pas dire que vous allez supprimer ce que vous êtes, mais c'est une capacité d'adaptation que nécessite le management interculturel. Et vous pensez que les Congolais acceptent facilement l'étranger? Cette interculturalité-là, est-ce que nous l'acceptons facilement? Oui, le Congolais est un peuple accueillant, est un peuple hospitalier, il accepte facilement les étrangers, interagit avec eux, leur ouvre les portes pour leur permettre de faire leur business. Et en parlant des entreprises locales, est-ce que vous pensez qu'elles devraient s'ouvrir aussi à... Non, elles ne doivent pas, c'est une question de survie. C'est une question d'efficacité, c'est une obligation managériale d'avoir une vision portant sur la diversité assez sérieuse et assez profonde. D'accord ? Autrement, il y a pas mal d'échecs qui proviennent simplement de la méconnaissance et de la sous-estimation du poids et de la capacité de la culture dans la mise en œuvre de vos intérêts. Ok. Alors, si on revient encore une fois au Congo, nous avons plusieurs ethnies, plusieurs régions qui se retrouvent aussi dans des entreprises. Là, on peut aussi parler toujours d'interculturalité, non? Ben, c'est aller vers l'autre. Ce n'est peut-être pas international, c'est peut-être national. Et je pense qu'il y a certaines divergences. Comment d'après vous, vous êtes criminologue, vous avez une certaine expérience, comment le Congolais perçoit son confrère d'une autre ethnie, par exemple? Comment est-ce qu'il travaille? Comment est-ce qu'il cohabite dans les entreprises? Il y a un truc intéressant. Dites-moi. Non, ce n'est même pas comment ils cohabitent. Ils sont tous issus d'un même pays, donc ils sont d'un même moule presque, avec des codes culturels communs. Il y a ce qu'on appelle des constances culturelles. Et ces constances permettent le vivre ensemble. Sauf que chaque ethnie a ses spécificités. D'accord? Quand on est au nord, on ne négocie pas de la même manière qu'en est au sud. Quand on est à l'est, on ne négocie pas de la même manière qu'en est au centre, etc. Et le fait, j'aime bien quand l'administration vous affecte sur tous les territoires. Ça participe à la fondation de l'unité nationale. Ça participe à une meilleure interaction entre les différents peuples. Ça participe à une meilleure fusion des cultures. D'accord? Maintenant, ça n'a pas été presque institutionnalisé. Ça n'a pas été organisé. Or, ce qu'il faudrait maintenant, c'est organiser la rencontre avec l'autre. Ceux qui vont, par exemple, dans la Likwala, doivent avoir une journée de sensibilisation sur la culture des peuples de la Likwala, avec ses forces, ses faiblesses, ses garanties et ses risques. Lorsque vous êtes de Brazzaville et qu'on vous envoie à Pointe-Noire, il vous faut 1 ou 2 ou 3 journées de formation sur la culture locale pour savoir comment il fonctionne afin d'éviter les impairs,
tant personnel qu'interculturel. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi, on peut dire, est-ce qu'il n'y a pas aussi une sorte de politique qui pourrait être mise en place pour mieux apprendre la culture de l'autre? On n'a pas besoin d'aller à la Likoala pour apprendre la culture de la Likoala. Avec les chaînes de télévision, par exemple, et autres. Je pense, est-ce que... Oui, il peut avoir, il peut avoir, dans le cadre du vivre et de l'agir ensemble, ouais. On peut initier des sessions de sensibilisation et information sur les différences culturelles dans une même ethnie, dans une même région ethnique, pour essayer de voir comment ils travaillent, quelle est la perception qu'ils ont par rapport au travail, quel est le rapport à l'argent, quel est le rapport à la ponctualité, quelle est la manière de communiquer. Il y a ceux qui parlent plus lentement que d'autres, il y a ceux qui ont une nature plus commerciale que d'autres, plus agricole que d'autres, etc. Je prends des exemples comme ça, mais ça, souvent on ne tient pas compte de ça. On pense que le seul fait d'avoir le Lingala ou le Kituba en partage fait que nous nous connaissons tous. C'est la même erreur partout, d'accord? Il faudrait qu'il y ait des actions publiques menées tant sur les médias qu'au niveau de la presse écrite et même télévisuelle pour apprendre la culture de l'autre. Je sais que ça se fait, mais pas orienté dans le sens de diffuser la culture de l'autre et surtout de permettre une meilleure interaction des différentes ethnies. D'accord. Alors, je vais prendre un exemple simple. Je prends l'exemple de l'Asie qui est influencée par deux valeurs dominantes, voilà, le respect et l'honneur. Donc, ce qui influe sur le comportement qui est davantage orienté vers l'écoute. En y regardant de plus près, selon vous, en fait, quelles valeurs régissent notre société? Là, on parle de la culture congolaise. Quelles valeurs régissent la société congolaise? Ce sont les valeurs... alors, nous avons... je vais dépasser la culture congolaise. Nous avons ce qu'on appelle en management interculturel des constances culturelles. L'Afrique a une particularité, elle a ce qu'on appelle un fond culturel commun. C'est-à-dire au nord, au centre, à l'ouest, c'est-à-dire l'Afrique du Nord, Afrique du Sud, Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, Afrique du Centre, nous avons une même constance culturelle, le rapport au temps. D'accord? Le rapport au temps est cyclique, il n'est pas rationnel, il n'est pas séquencé comme en Occident. D'accord? La preuve, lorsque vous posez une question, quand vous dites à quelqu'un, bon, tu viens à la maison, on se retrouve demain matin. Demain matin, en France, on ne vous dira pas, on se retrouve demain matin. Aux États-Unis, on ne vous dira jamais, on se retrouve demain matin. En Russie, on vous le dira jamais. Donc, on se verra ce soir. Ce soir, c'est pas, l'autre va te dire, on se retrouve à 18h15, à 20h30, etc. On se retrouve en début de soirée, en milieu de soirée, en fin de soirée, dans la nuit. C'est bien séquencé, d'accord? Trouvez-moi dans notre langue quel est le dialecte ou la langue qui séquence ce temps comme ça. Donc, ils ont un rapport au temps qui est totalement différent. On dirait que le temps est marchand, etc. Chez nous, le temps est cyclique, d'accord? C'est pour ça qu'on a souvent des expressions, mais c'est pas grave, on a le temps, etc. Le côté cyclique du temps a fait qu'on a développé ce qu'on appelle le relativisme ambiant. C'est pas grave, Dieu fait grâce, on fera ça demain, et vous etc. pensez que c'est pas bon, ça porte préjudice dans un monde où le temps a une valeur marchande, il ne s'agit peut-être pas de se fondre, mais il s'agit de tenir compte de cette variable pour, en fonction de ce que nous sommes, s'ajuster pour ne pas toujours être en retard. Alors donc, parlons des valeurs. Parlons des valeurs. Donc, on a ce qu'on appelle le rapport au temps. Ça, c'est une valeur, c'est une constance. Nous avons le respect des anciens. C'est une des valeurs que vous retrouvez dans toute l'Afrique, que ce soit au Maghreb, ailleurs. Vous pensez que ce sont des valeurs qui peuvent avoir un impact positif dans la société ou dans une entreprise aussi? Bien sûr, dans une entreprise, chez nous, on va respecter l'ancien. On ira vers l'ancien pour lui poser des questions parce que c'est lui qui connaît, on le respecte. Alors qu'ailleurs, on va commencer tout doucement à l'écarter parce qu'il est vieux, il maîtrise plus grand-chose, il est fatigué, etc. Alors que chez nous, on ira vers l'ancien, comment ça se passe ici, comment on fait, etc. etc. Nous, on a des méthodes qui sont surannées et les autres arrivent avec toute la fraîcheur de l'école, mais on va toujours respecter les anciens parce que sur certains points, on aura besoin de leur expérience. Malheureusement, nous n'avons pas une bonne politique de management des connaissances.
connaissances. C'est-à-dire, nous n'exploitons pas assez les connaissances des anciens parce que malheureusement, ces anciens ne formalisent pas ces connaissances justement pour les transmettre. Donc, ils partent toujours avec leur bibliothèque. Savez-vous que la culture vend l'image d'une nation? Quelle est votre approche face à cela? Culture.cg, le média au cœur des cultures pour un changement systémique. Culturellement vôtre. Nous sommes le seul cabinet sur la place de Paris à faire ce qu'on appelle le management interculturel. Et pour s'adapter au public français, nous avons décliné ça sous la forme de la gestion des problématiques interculturelles. Nous sommes le seul cabinet africain à avoir très tôt, il y a plus de 15 ans, à avoir initié des formations à la Chambre de commerce de Paris, à la Chambre de commerce de Bruxelles, à la Chambre de commerce de Paris, à la Chambre de commerce de Bruxelles, dans plusieurs écoles de management pour sensibiliser les Européens, les Africains et les Français aux risques qu'il y a dans la non prise en compte du poids de la culture. Parce que lorsque vous négociez avec quelqu'un, vous négociez avec une personne qui vient avec sa charge culturelle. Et lorsque vous ne tenez pas compte de cette charge culturelle, je prenais un exemple au Bénin, nous avons fini la mission, on s'apprête à prendre l'avion. Le couple français qui négociait avec, qui échangeait avec le cadre qui était leur point focal, à qui ils avaient promis un voyage en France en cas de réussite, ce couple a tenu parole. Donc, à l'arrivée, à l'aéroport de Cotonou, ils ont discuté comme si de rien n'était. Le cadre était aux petits soins. Lorsqu'ils sont rentrés dans l'avion et que les hôtesses ont annoncé, nous nous apprêtons à descendre, nous amorçons notre descente vers l'aéroport Charles de Gaulle. À partir de ce moment, le couple est allé se changer. Ils ont mis des vêtements un peu plus chauds. Le couple est allé se changer dans la cabine. À son retour, le couple a totalement changé. Le couple est redevenu français. Alors qu'au Bénin, ils étaient franco-béninois. Donc, ils se sont adaptés à la culture. Sauf que le béninois qui les suivait, lui, il est resté béninois. Il n'a pas fait cette progression de devenir franco-béninois. Et il n'a pas compris, je le suivais du coin de l'œil, il n'a pas compris qu'arrivé à Roissy, ils l'ont abandonné parce que pour eux, tu es arrivé, tu as des gens qui vont s'occuper de toi, nous on a terminé, on s'appelle, etc. Je le voyais toujours les suivre parce qu'il pensait que tel que lui il avait consacré du temps à ce couple à Cotonou, ce couple lui consacrait ce temps à Paris. Mais arrivé à Paris, eux ils remettent leur habitude parisienne, à savoir, vous devez vous débrouiller, vous devez être autonome, etc. Voilà. C'est pas vraiment ça parce que c'est pas si égoïste que ça. C'est lui qui n'a pas fait sa mise à jour. Et nous n'avons pas nous avons oublié de faire notre mise à jour après la colonisation. On n'a pas pris le temps de se connaître d'abord nous. Ça m'étonnerait que vous connaissiez les us et coutumes des Camerounais, des Algériens, des Tunisiens, mais vous connaissez bien, par l'entremise de la télé, quelques bribes de la culture française. Parce que la culture française a un atout que très peu de pays ont dans ce monde. La culture française vient à vous par sa langue. La langue française est ce qu'on appelle une langue culture. Et puis, ils nous la vendent bien. Il faut reconnaître qu'ils nous la vendent bien. Parce qu'il y a toute une politique. Il y a ce qu'on appelle toute la pratique de la communication d'influence, tout l'encerclement cognitif qui constitue notre cheval de bataille au sein de l'Institut national d'intelligence stratégique. C'est tout ça, parce que ça a été pensé. Il y a des gens qui sont assis, qui ont dit comment on peut influencer, comment on peut maintenir notre présence, comment on peut diffuser notre savoir, comment on peut maintenir notre rayonnement. Nous n'avons pas orchestré cela. Nous y avons pensé, il y a des linguistes, il y a des sachants, etc. Mais ça n'a pas été orchestré tant au niveau national, même individuel, pour pouvoir mettre en avant, parce que depuis la colonisation, on nous a demandé de nous assimiler, parce qu'on nous imposait l'assimilation. Il fallait être assimilé pour ressembler à celui qui nous avait colonisé, parce que ça permettait de bénéficier de l'ascenseur social. Autrement, ça aurait été difficile. Donc, pendant 15 ans, nous avons sillonné les écoles de commerce, nous avons sillonné les différentes entreprises pour sensibiliser le public français à la nécessité qu'il y a à mieux comprendre, connaître les clients africains. Pourquoi ? Parce que l'Afrique a subi ce qu'on appelle les dynamiques africaines. Depuis quelque temps,
l'Africain raisonne comme la plupart d'autres personnes sur Terre, en termes de bénéfices, d'intérêts, de chiffre d'affaires, de rêves, ce qui n'était pas le cas il y a peut-être 3 ou 4 décennies. Donc cette évolution est lourde de sens, ce qui fait que la mondialisation a déclenché ce qui n'était pas prévu ou ce qui avait été minoré, à savoir l'éveil culturel, qui naît d'une prise de conscience de certains, et c'est ce on voit grâce à WhatsApp, oui, etc. Aujourd'hui, il y a quand même un grand mouvement panafricaniste qui se lève aussi. Il n'y a pas de mouvement spontané. Tout mouvement doit être orchestré. Donc là, c'est des voix à gauche et à droite. Il n'y a rien au tableau. Il n'y a aucune action visible, il n'y a aucun mouvement, il n'y a rien. Et le panafricanisme est une réponse politique. La mondialisation est une démarche économique qui influence le politique. Il va falloir maintenant que les Africains, ces fameux panafricanistes, commencent par nous proposer un panafricanisme économique. Ça serait très bien. Et c'est plus impactant et plus lourd de sens que comment on dit, à la place d'ergoter. Vous pensez qu'avec tous ces grands noms, ces grands hommes d'affaires que nous avons, l'éveil économique n'est pas encore arrivé? Je ne vais pas aller sur ce terrain puisque nous sommes sur le management interculturel. On aura l'occasion de déballer ce genre de sujet dans d'autres secteurs parce que la petite expérience que nous avons à travers le monde dans pas mal de travaux nous permet d'aborder ce genre de questions. Mais pour l'instant, il est question de voir quel est le rôle de la culture dans l'entreprise. Mais le panafricanisme devient comme une sorte de culture aussi. Donc, dans l'entreprise, ça peut aussi servir. Le panafricanisme, c'est un mouvement politique qui avait pour ambition de réunir tous les Africains et puis de dégager une certaine force politique. 63 ans après, moi, je le cherche. Je ne sais pas que je suis contre. Et bon, je suis prête à la discussion pour ceux qui le souhaitent. Mais ce qu'il faudrait, c'est plutôt parler de la pensée stratégique endogène africaine qui, elle, est un processus cognitif ayant pour objectif de faire ce qu'on appelle la destruction créatrice des paradigmes post-coloniaux afin, grâce aux dynamiques africaines, de concevoir des paradigmes propres. Parce que vous ne pouvez pas, en tant que panafricain, tenir un discours en empruntant les paradigmes des autres. Donc, il faut commencer déjà au niveau du processus cognitif à concevoir les mots qui vous permettent d'envisager le rapport de force dans un rapport du faible au fort avec vos mots. D'accord. Et alors, donc, votre agence? Je dirige un cabinet qu'on appelle DB Conseil. Voilà. DB Conseil a pour spécialité le management des organisations. D'accord. Le management des organisations, l'intelligence économique et la communication d'influence, et aussi la gestion des problématiques interculturelles. C'est ce qui fait l'objet de notre discussion, c'est-à-dire quel est le poids de la culture dans une entreprise. Doit-on minorer, accélérer, former, sensibiliser? C'est ce qu'on a fait et on continue toujours à faire. Je pars aux Antilles dans quelques mois pour justement parler comment investir en Afrique, aux Antillais, à la fois en Martinique et en Guadeloupe. Donc, c'est dans le cadre de cette mission que je vais réaliser cette prestation. Maintenant, DB Conseil, dans la mise en œuvre de ces différentes actions, a constaté que sur le plan cognitif, il y avait un souci. Parce que pas mal de travaux indiquent que l'Afrique va être l'avenir du monde. Absolument. Et ce qui me peine, c'est qu'avec 2 milliards d'habitants, 2 milliards 500 millions d'habitants, dans 30 ans que nous allons avoir, donc l'Afrique va avoir en 30 ans 1 milliard d'individus en plus, je ne vois pas de réflexion poussée, structurée qui est mise en œuvre pour pouvoir absorber ce milliard d'habitants, alors que si on ne le fait pas, nous allons fonctionner de crise en crise, parce que s'il n'y a pas de travail, s'il n'y a pas de logement, s'il n'y a pas d'organisation, nous irons de crise en crise. Et ceux qui, quelquefois, peuvent tirer les marrons du feu vont attiser les haines, etc. Pour éviter ça, on se dit, est-ce qu'on ne peut pas amorcer une réflexion permettant justement à nous de disposer d'une compréhension qui soit propre? Et c'est dans ce cadre que nous avons proposé
la pensée stratégique endogène africaine que nous avons présentée à Yaoundé dernièrement au CERF de Tola. Ça fait bientôt 5 ans que nous parlons de ça. Nous avons présenté ça à Kinshasa, nous avons présenté à Paris, en Belgique. J'ai eu la chance de présenter ça à l'Université Mariangouabi et aussi dans d'autres cercles. Nous avons à Yaoundé, au Cameroun, à Douala également, à Abidjan aussi. Donc nous faisons un peu le tour des pays francophones pour présenter, oui, parce qu'il y a un livre qui est en cours de rédaction, pour présenter cette pensée au grand public afin que les Africains commencent à disposer d'un outil stratégique qu'ils n'ont pas, à savoir la pensée stratégique. Il est dit que l'Africain n'aime pas lire. Est-ce que vous pensez que ce livre sera lu? Mais plus personne ne veut lire, hein. C'est partout. Hein. Quand vous avez un site internet, vous mettez 10 lignes, personne ne veut lire. Il faut mettre 3. Et alors, comment allez-vous vous arranger justement à faire comprendre? Il faut utiliser tous les outils de communication que la communication permet, que l'intelligence actuelle permet pour pouvoir parler, pour faire parler ça. Et ça, on sait s'y faire. La communication d'influence, c'est notre boulot. Donc, on sait faire, on sait atteindre les cœurs, parler aux gens pour les convaincre à suivre. Donc là, c'est plutôt les travaux de rédaction qui, faute de temps, parce je dirige en même temps le cabinet DB Conseil, j'ai conçu l'Institut national d'intelligence stratégique, j'y ai à l'Université des connaissances africaines qui chapeaute tout cela. Donc il y a pas mal de travaux, je n'ai presque pas de vie privée, parce qu'il faut à chaque fois réfléchir, travailler, apporter des solutions. Et j'espère que tout cela, avant que je quitte cette terre, aboutira. On l'espère tous. Alors, Monsieur Passy, avant qu'on termine, revenons donc aux entreprises locales, revenons à l'interculturalité en entreprise. Un dernier mot. Surtout, mon problème, c'est les jeunes entrepreneurs, les jeunes travailleurs. Tout à l'heure, vous avez parlé d'une certaine léthargie qu'il y a dans notre société. Est-ce que vous pensez que ça impacte également les entreprises? Je n'ai pas parlé de léthargie dans la société. J'espère que les téléspectateurs vont nous aider. Je n'ai pas parlé de léthargie dans la société. Ce sur lequel j'ai porté une attention, c'est ce qu'on appelle le relativisme ambiant. Rien n'est précis, rien n'est important, rien n'est lourd. Dieu fera grâce. C'est pas une sorte de léthargie? Non, c'est une perception des choses. On ne va pas vite. La preuve, quand vous marchez vite, vous énervez tout le monde. Pourquoi vous êtes pressé? On a même une réponse quand les Européens disent « mais le temps », nous on dit toujours « vous avez la montre, nous on a le temps ». Donc on a le temps de faire, etc. Sauf les femmes qui n'aiment pas le temps. Mais en général, on aime bien le temps, etc. Alors donc, le problème de la culture devient un élément clé dans la stratégie d'une entreprise. Pourquoi? Parce que vous vous adressez aux hommes, et ces hommes sont issus d'une culture. Dans nos contrées, nous avons subi ce qu'on appelle 2 ruptures ontologiques, l'esclavage, la colonisation. Lorsqu'on nous décolonise, on ne nous a pas décolonisé le rapport au travail. À ce jour, en général, l'Africain ne considère pas le travail comme source d'épanouissement et source de réussite. Le travail est une source de revenus pour régler les problèmes communautaires. C'est 2 sens différents. Si le travail est pour moi une source d'épanouissement, je consacrerai mon temps, je ne calculerai pas, je passerai mes nuits devant mon ordinateur ou sur ma tâche parce que c'est moi. D'accord? Vous le constaterez que ce soit dans des métiers où le contact avec la clientèle s'opère, il y a beaucoup d'insatisfaction de la part des clients parce que la personne qui est en face de vous n'a pas la même notion du client. Pour elle, elle pense qu'elle vous rend service. Voilà. Elle oublie juste que c'est ce monsieur qui vous permet d'être payé. Parce qu'il y a un rapport au travail qui n'a pas été creusé. D'accord? Et donc, notre travail consiste à faire comprendre que cette culture pose problème ou cette culture ne favorise pas. Il va falloir maintenant que la culture d'entreprise soit réellement tournée client.
et qu'il y ait toute la stratégie, pour le conquérir, le fidéliser et enfin le maintenir, d'accord, et en gagner d'autres. C'est tout un travail parce que la personne qui quitte Wenze, Tchambicho ou je ne sais quoi, qui arrive, vient avec sa culture. Et on oublie, au-delà de la formation, de former sur l'importance de la culture afin que la culture puisse plutôt être un atout, d'accord. Lorsque vous avez par exemple le bien de l'entreprise, et que la personne qui arrive, on ne lui a pas appris qu'on ne touche pas au bien public. On ne touche pas à ce qui ne vous appartient pas. On ne prend pas sans demander. Et que chez elle, cette personne qui arrive de la maternelle jusqu'à ce poste, on lui a dit que tout appartient à tout le monde. D'accord? L'État, c'est toi, c'est moi et c'est tout le monde. Donc, ce que je vois là, je peux prendre. D'accord? Il n'y a pas la notion de la propriété privée. Ah ben, du coup, comment voulez-vous qu'on ne touche pas à l'argent, qu'on ne pique pas les choses, etc. Dans certaines contrées, les cadeaux sont interdits, d'accord? Mais vous arrivez dans l'entreprise, puisque la culture ambiante le permet, vous venez toucher votre salaire, mais vous avez le lourd regard de celui qui vous paye comme si vous devez absolument lui laisser quelque chose, alors que c'est son travail qui consiste à vous payer, parce que culturellement, il baigne dans une relation où il pense qu'il vous rend service. Il ne vous rend pas, il est là pour vous servir. Est-ce que vous comprenez la nuance? Donc, il y a tout ça qu'il faut revisiter à travers des formations pour sensibiliser à la fois le service commercial, les commerciaux, les cadres, les dirigeants, qu'il y a des biais culturels qui font qu'on se retrouve dans des situations que nous décrivons tous lorsque nous subissons ça, mais que nous favorisons lorsque nous sommes là. Absolument. Donc c'est parce que on n'a pas... le chaud et le froid en même temps. Ben oui, non, quand ça nous arrange, on permet, quand ça ne nous arrange pas, on crée au scandale. Parce que culturellement, nous n'avons pas un principe qui dit que les biens qui ne vous appartiennent pas ne sont pas à prendre, que voler, c'est prendre quelque chose sans demander, ainsi de suite, et que la jeune dame qui vient chercher son travail, elle vient pour s'épanouir à travers son activité. Mais ce n'est pas pour vous une proie facile que vous devez, parce que culturellement, pour lui, il pense que son pouvoir lui permet de déborder, etc. C'est tout ça que nous regardons, sur lesquels nous travaillons pour permettre à l'entreprise d'avoir une culture qui favorise l'efficacité, la rentabilité et une meilleure opérationnalité. Merci, Monsieur Passy. Nous allons donc vous souhaiter un bon retour chez vous. Mesdames, Messieurs, nous sommes donc arrivés au terme de cette émission avec Monsieur Passy, très éloquent comme toujours. Et j'espère que ce que nous avons tous appris sur ce plateau servira à toute la nation, servira à tous ceux qui suivront cette émission. On se retrouve au prochain numéro de Sous le Monguier et je vous dis à plus tard.